Ce thème sur la mémoire et l'histoire s'illustre donc par un premier chapitre traitant de la mémoire des conflits. Et pour cela, il est important de souligner que la mémoire d'un conflit est souvent douloureuse dans les histoires des différents pays et identités, et que la question des responsabilités dans la mémoire des événements peut revêtir des enjeux politiques majeurs. On va donc étudier dans ce chapitre, plutôt dans cette première partie de chapitre que je vais vous faire aujourd'hui, si la mémoire d'une guerre peut déterminer les rapports de force politiques futurs. Pour cela, on verra dans un premier temps les enjeux politiques et historiques majeurs de la mémoire d'une guerre aujourd'hui dépassée dans les enjeux mémoriels, quoique ça peut revenir sur le devant de la scène. Puis, on partira sur une guerre dont les enjeux politiques restent très importants actuellement dans un autre type d'activité en classe. Je vais donc vous traiter aujourd'hui la Première Guerre, dont aujourd'hui les enjeux politiques semblent relativement dépassés, du moins en politique internationale, avec un débat historique et ses implications politiques, les causes de la Première Guerre mondiale. Alors, avant d'entrer dans le vif du chapitre, il va falloir que je revienne un petit peu sur quelque chose que vous n'avez pas besoin de connaître, mais pour comprendre ce dont on va parler, sur les causes de la Première Guerre mondiale, qui ne font pas à proprement parler du jalon et du thème, mais qui sont le cadre chronologique que l'on va expliquer. Donc, la Première Guerre mondiale est officiellement déclenchée par l'assassinat de Sarajevo, qui a lieu le 28 août 1914, de l'archiduc François Ferdinand, alors héritier du trône des États patrimoniaux Habsbourg, c'est-à-dire de l'Empire d'Autriche-Hongrie, assassinat par un militant pro-serbe, justement, à Sarajevo, en Bosnie. Cet assassinat déclenche la crise de juillet 1914, qui est une série de manœuvres diplomatiques qui aboutissent à une déclaration de guerre par l'Empire allemand à la Russie. Cette crise dégénère en un affrontement entre puissances coloniales européennes rivales, puisqu'on a d'un côté la Triple Alliance, qui est une alliance défensive, surnommée aussi Triplice, entre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et, dans une mesure défensive, l'Italie. Triplice qui n'est donc pas rejoint par l'Italie étant donné que c'est les Allemands qui déclarent la guerre, donc l'alliance défensive ne s'active pas, qui est rejoint dès 1914 par l'Empire ottoman et, un peu plus tard dans le conflit, par le royaume de Bulgarie, de sorte que l'ensemble du camp, à savoir Allemagne, Empire allemand, Empire austro-hongrois, Empire ottoman et Bulgarie, sont surnommés, au cours de la guerre, les empires centraux. Enfin, on a la triple entente, qui n'est pas une alliance ni militaire ni défensive à proprement parler, mais qui est des relations diplomatiques normalisées entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie, au cours de tensions du 19e siècle, qui les ont vu finalement se rapprocher. Russie qui est elle-même liée au royaume slave des Balkans, notamment la Serbie et le Monténégro. Et dans cette alliance, il faut donc ajouter les empires coloniaux respectifs des différents belligérants, ainsi que le Japon qui est lié à l'époque par un traité naval avec l'Angleterre. Donc vous voyez, on a une série d'alliances, d'ententes et de rapprochements préalables à la crise de juillet, qui dégénèrent en des déclarations de guerre en série à l'été 1914. En effet, comme je viens de vous le dire, cette crise dégénère en un affrontement généralisé entre puissances coloniales européennes et puissances continentales. Cela faisant suite à une augmentation de tensions depuis plusieurs décennies, avec plusieurs éléments que je vais survoler très rapidement. Tout d'abord, des tensions industrielles, principalement anglo-germaniques, qui peut être caractérisée par le marchandise marque Act, qui impose le Made in Germany en Angleterre en 1887, et qui relève en fait plus d'une réaction défensive des Anglais qui voient perdre la place de première puissance économique et industrielle mondiale face à la montée de l'Empire allemand. Je passe les détails, mais c'est une tension majeure entre l'Allemagne et l'Angleterre qui aboutit à une tension accrue, auquel vient s'ajouter l'exaltation du nationalisme avec des tensions territoriales très fortes, on va pas tous les citer,
mais on a notamment des tensions territoriales franco-allemandes autour de l'Alsace-Moselle depuis la guerre de 1870, avec des incidents frontaliers importants en 1811 en 1813, mais aussi des tensions balkaniques entre l'Autriche et la Serbie en 1908 et la Serbie et la Bulgarie, notamment en 1913, à l'issue des guerres balkaniques. Ces tensions territoriales et nationalistes sont aussi maritimes, notamment en ce qui concerne les détroits ottomans, du Bosphore et des Dardanelles, qui gardent l'accès aux mers chaudes pour la Russie, qui, en dehors de ces ports de la mer Noire, justement, n'a pas de port en Extrême-Orient et dans la Baltique, qui est libre des glaces toute l'année. Autrement dit, elle n'a pas accès aux mers chaudes, aux mers qui ne sont pas gelées. Ces seuls ports qui sont dans des zones non gelées se trouvent dans la mer Noire, et pour sortir de la mer Noire vers l'océan mondial, elle doit franchir les détroits du Bosphore et des Dardanelles, qui sont alors gardés par l'Empire ottoman. Et les décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale voient donc une série de guerres entre Empire russe et ottoman, souvent à l'initiative de l'Empire russe, pour de plus en plus pousser vers les détroits du Bosphore et des Dardanelles, et donc pousser vers Constantinople, qui est la capitale de l'Empire ottoman. Avec ces tensions, on a bien évidemment une course aux armements, avec de nombreuses affaires d'espionnage, dont l'affaire Schnabele, à la frontière franco-allemande, mais beaucoup plus connue, l'affaire Dreyfus, qui, elle, cache une véritable affaire d'espionnage pour laquelle Dreyfus a servi de bouc émissaire malheureux. Ces tensions sont aussi accentuées par la Ouest politique, c'est-à-dire la politique mondiale, de l'Allemagne qui cherche sa place au soleil, pour reprendre l'expression du Kaiser Guillaume II, la Ouest politique allemande, donc la politique mondiale allemande, qui vient, avec ce que je vous ai dit avant, menacer la suprématie maritime de la Royal Navy, et donc lance une course aux armements qui est aussi maritime, caractérisée par le plan Tripitz côté allemand, et plusieurs plans d'armement côté anglais, notamment le plan Fischer en 1906, qui donne naissance aux Dreadnoughts, qui vont être une des principales courses aux armements qui précède la Première Guerre mondiale, ainsi que le passage au tout mazout, dont les enjeux énergétiques autour du pétrole sont aussi une des causes, plus mineures il est vrai, de la guerre. On a donc une succession de causes qui viennent se juxtaposer, une étincelle qui en fait met le feu à une série d'alliances et d'ententes qui caractérisent en fait plus des antagonismes avec des ennemis communs liés à des tensions économiques, nationalistes, frontalières, pour le contrôle d'espaces maritimes, enjeux qui sont accentués par une course aux armements et des affaires d'espionnage, que ce soit sur terre ou sur mer, liées à des ambitions géopolitiques des différentes puissances coloniales qui ont donc des intérêts antagonistes puisque convoitent une part de plus en plus importante d'un même gâteau. Vous n'avez pas besoin de maîtriser toutes ces causes, je vous les ai présentées pour que vous en compreniez la signification. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, puisque bien évidemment on parle de puissance coloniale, et donc la politique de Guillaume II rajoute en plus des tensions coloniales entre l'Allemagne qui arrive assez tard dans la course aux colonies et les puissances coloniales préexistantes, notamment la France au Maroc, mais aussi avec le Royaume-Uni, comme je l'ai dit, autour de l'Empire ottoman, avec des enjeux de contrôle de ressources pétrolières. Alors, ce qui est plus important que maîtriser le détail des causes, qui n'est pas votre sujet, puisque vous travaillez sur la mémoire. Je vous les ai présentées pour que vous compreniez que c'est en fait un sujet très complexe, avec un amalgamant de différentes tensions qui aboutit en fait à une escalade en été 1914. Ce qui par contre est beaucoup plus important à retenir, c'est que la Première Guerre mondiale, c'est une boucherie qui implique toute la société, ou plutôt toutes les sociétés de l'époque, étant donné qu'on a une mobilisation générale des hommes en âge de combattre, au moins en France et en Allemagne, et la mise en place dans la plupart des pays d'une économie de guerre. Cette boucherie sans nom, qui implique toutes les sociétés, est un véritable traumatisme national, avec plus de 9 millions de morts, essentiellement européens, auxquels il faut ajouter les très nombreux infirmes et défigurés. Ce traumatisme amène à la mise en place d'une tombe du soldat inconnu
en Angleterre, en France, en Belgique et dans de nombreux autres pays belligérants, notamment vainqueurs. L'instauration de monuments aux morts dans tous les villages de France, que l'on peut voir encore jusqu'à aujourd'hui, même si souvent sur le socle on les a élargis à l'hommage aux morts pendant d'autres conflits, notamment la Seconde Guerre mondiale. Le 11 novembre, qui est décrété en référence au jour de l'armistice 1918, qui est décrété jour férié encore aujourd'hui en France, en Belgique, au Portugal, dans la plupart des pays du Commonwealth et aux États-Unis. Et enfin, sur le plan politique, au développement d'un important courant pacifiste, après ce qu'on appelait alors la der des der, c'est-à-dire une volonté de faire de cette guerre la dernière pour ne plus revivre une telle boucherie, un tel traumatisme, qui amène aux premiers accords internationaux condamnant la guerre, à savoir les accords de Locarno en 1925, qui sont, s'il en est, pour faire un parallèle avec ce qu'on a vu dans le chapitre sur guerre et paix, les premiers véritables accords de sécurité collective en Europe, même si on peut aussi mettre le traité de Vienne dans ce sens, mais les accords de Locarno sont vraiment les premiers accords officiels de sécurité collective en Europe, qui viennent compléter la création de la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, très bancale, si l'ONU ne l'est pas elle-même, mise en place après la Première Guerre mondiale. On a donc un important traumatisme, dont il faut maîtriser les grandes lignes, 9 millions de morts, qui amène du coup à des éléments mémoriaux, tombe du soldat inconnu, monuments aux morts dans tous les villages, puisque ça a frappé toute la nation, toutes les familles. Le 11 novembre, qui est encore férié chez la plupart des pays vainqueurs. Bien évidemment, cette mémoire est moins entretenue chez les pays vaincus, et ça c'est important de le noter. Une politique et un courant pacifique qui amène à des accords de sécurité collective et va donc expliquer aussi la tombée, ou plutôt la passivité, notamment des démocraties occidentales, face à la montée des tensions aux provocations d'Hitler dans l'entre-deux-guerres. Maintenant qu'on a vu le cadre et les éléments de contexte, on va pouvoir entrer un peu plus sur le jalon lui-même, en voyant dans un premier temps les fortes implications politiques de ce qu'on a appelé l'agression allemande dans la période de l'après-guerre, donc de l'après-Première Guerre mondiale, que l'on va traiter dès maintenant. Et pour cela, on commencera à étudier ces implications politiques face à ce qu'on considérait comme l'agression allemande dans cette période d'après-guerre, par une première sous-partie, à savoir les responsabilités de la guerre qui ont été tranchées par les puissances vainqueurs selon la doctrine de la responsabilité exclusive de l'Allemagne. Alors, entrons dans le vif du sujet. En 1919 a lieu le traité de Versailles, qui est l'un des nombreux traités qui met fin à la Première Guerre mondiale, et plus précisément celui qui met fin à la Première Guerre mondiale avec l'Allemagne. Le traité de Versailles condamne l'agression allemande, dont l'Allemagne est désignée comme unique responsable des dommages et est donc condamnée à d'importantes réparations à payer. C'est le fameux « l'Allemagne paiera » du ministre des Finances français de l'époque Clémenceau, slogan qui répond aux attentes de l'opinion publique française traumatisée. Alors je n'entrerai pas dans le débat sur les responsabilités des dédommagements excessifs qui peuvent mettre sur le dos de la France le fait que l'Allemagne ne s'est pas sortie de sa crise de l'entre-deux-guerres et amenée au nazisme. D'autres souligneront que si la France voulait simplement payer les dommages, les Anglais qui n'avaient pas eu la guerre sur leur sol ont insisté pour que ce ne soit pas les dommages, mais l'ensemble du coût de la guerre qui soit concerné par les réparations impliquant un montant beaucoup plus important et impayable par l'Allemagne. C'est un débat qui n'a pas de véritable issue, puisque refaire l'histoire ne sert à rien. Toujours est-il que d'importantes réparations de guerre sont imposées à l'Allemagne, selon la thèse des responsabilités exclusives, condamnant l'agression allemande dans les termes du traité de Versailles. Les autres puissances vaincues, elles, n'ont pas un traitement aussi dur, à part qu'elles voient leur empire totalement démantelé lors du traité du Trianon pour l'empire austro-hongrois, du traité de Sèvres pour l'empire ottoman et du traité de Neuilly pour la Bulgarie, qui lui voit perdre, elle aussi, une partie de son territoire.
territoire dont l'Allemagne a aussi vu des pans de son territoire être amputés à l'issue du traité de Versailles. Mais si les autres puissances ont été rendues moins responsables sur le plan financier, elles ont eu des pertes territoriales beaucoup plus importantes, puisque les deux grands empires multiethniques hérités du 19e et des siècles précédents ont été démantelés. Donc, à l'opposé de cette vision des responsabilités exclusives de l'Allemagne, on a donc, en Allemagne, un déni général de la société face à la question des responsabilités de la guerre, là, excusez mon allemand quelque peu rouillé, Kriegsschlussung. Alors, après cette petite erreur d'accent, qu'est-ce que l'on peut dire de cette question des responsabilités de la guerre en Allemagne? Les milieux intellectuels comme politiques allemands réclament une commission internationale neutre pour trancher sur le sujet, mais les délégations allemandes ne sont pas invitées aux négociations de paix et aux négociations en vue du traité de Versailles, et sont juste conviés à la toute fin pour signer le traité de Versailles. Donc, la demande des milieux intellectuels et politiques allemands demandant une commission internationale neutre pour traiter du cas des responsabilités de la guerre est déboutée, puisqu'ils ne sont même pas conviés aux négociations du traité de Versailles, à part juste pour signer dans des termes qu'ils n'ont pas choisis et qu'ils n'ont même pas pu négocier. Donc cette Kriegsschlussung, désolé pour l'accent, c'est-à-dire, on va simplifier, la question des responsabilités de la guerre, est médiatisée en Allemagne avec l'union de la majorité des historiens et de la classe politique allemande qui soutiennent la thèse de l'encerclement et de l'invasion de l'Allemagne, qui aurait donc été d'une certaine manière contraint à la guerre, puisque encerclé avec la Russie à l'est et la France à l'ouest, et qui aurait même été menacé d'invasion, thèse formulée sans réel examen critique et scientifique des sources de l'époque. Et cette thèse d'ailleurs est appuyée par les mémoires de l'empereur Guillaume II déchu, qui lui-même entretient cette thèse pour se dédouaner de toute responsabilité. De sorte que la question sert de support émotionnel pour surmonter les difficultés d'après-guerre, tout en bloquant tout passage à autre chose dans la société allemande, au sein d'une Allemagne qui n'est désormais plus un empire, puisqu'il s'agit de la République de Weimar, république qui est vécue comme imposée par les vainqueurs, dans une République allemande ruinée, et dont le désastre économique est amplifié par la nécessité de payer les réparations de guerre. Cela, alors même que cette Allemagne ruinée est contrainte de payer des réparations de guerre importantes, voit arriver la Grande Dépression qui fait suite à la crise de 29, et qui provoque donc l'impossibilité de rembourser les réparations susmentionnées, provoquant une occupation française, mais pas que, de la région industrielle allemande de la Ruhr. Or, pour faire face à cette situation, le gouvernement allemand doit répondre en imprimant massivement du papier-monnaie, des billets. C'est la fameuse période de l'hyperinflation allemande, dont j'ai pu parler avec certains d'entre vous en EMC, qui voit en fait une crise économique telle qu'on peut le voir par exemple aujourd'hui en Argentine, où le prix des produits est multiplié plusieurs fois chaque jour, et où les gens finissent par devoir payer des sommes astronomiques et faire leurs courses avec des mallettes de billets, ce qui, soit dit en passant, n'a pas été aussi catastrophique pour la population qu'on pourrait le croire, puisqu'en fait, elles se contentaient de recevoir leur salaire au jour le jour, demander leur salaire au jour le jour, et le dépenser dans la journée. Donc au final, on stockait plutôt sa richesse sous forme de biens, mais pas sous forme d'argent. Et l'argent était dépensé avec des sommes astronomiques qui faisaient que c'était pas viable à long terme et que ça entretenait un marasme économique, empêchant toute épargne et donc tout investissement et donc tout redressement économique. De sorte que dans cette situation quelque peu ubuesque sur le plan économique, le traité de Versailles est considéré en Allemagne comme un diktat. Même s'il est officiellement accepté à l'international par les autorités allemandes afin d'être réaccepté dans le jeu diplomatique, en interne, tout le monde considère que le traité de Versailles, c'est un diktat qui a été imposé par l'Allemagne de manière autoritaire et sans aucun fondement.
Cette vision donc d'un traité de Versailles qui impute toutes les responsabilités à l'Allemagne sert de catalyseur à la contestation contre la République de Weimar. Voyant la montée des oppositions de divers bords, et notamment une à noter, celle du NSDAP, qui reproche au gouvernement républicain d'avoir contribué à l'humiliation en signant le traité de Versailles et donc en ayant accepté la thèse de la responsabilité exclusive de l'Allemagne dans les causes de la Première Guerre mondiale. L'inflation et le chômage, dû au paiement des réparations de la guerre auxquelles s'ajoute la crise de 29, voient donc une radicalisation de la société allemande, ce qui permet notamment le recrutement massif au sein du NSDAP. Et Hitler, dans Mein Kampf, accuse la Triple Entente d'avoir imposé la guerre à l'Allemagne. Cette thèse, développée par le milieu nationaliste et reprise par Hitler dans Mein Kampf dans l'entre-deux-guerres, accuse donc les adversaires de l'Allemagne d'avoir imposé la guerre à l'Allemagne, d'une Allemagne qui n'aurait donc pas voulu la guerre, qui se l'aurait fait imposer. Et donc, cette posture, qui nie toute responsabilité allemande dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, permet de dénoncer la République de Weimar pour faciliter la montée du nazisme. Et en effet, en 1937, lors de son arrivée au pouvoir, Hitler révoque le traité de Versailles. Donc après être arrivé au pouvoir, Hitler révoque le traité de Versailles en 1937. Or, cette théorie d'une guerre qui aurait été imposée par l'Allemagne, permettant donc de dénoncer la République de Weimar, est mêlée avec une autre théorie, celle que vous avez à l'image, celle du coup de poignard dans le dos. Celle du coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire un complot juif, un complot de la République juive, où la République serait un complot des juifs, qui aurait poignardé l'armée dans le dos en faisant en sorte que l'arrière a cédé alors que les soldats auraient continué à se battre au front, dû au fait que l'armée allemande n'a pas été battue, mais n'a pas subi une défaite. Elle a été désorganisée elle a été vaincue sans être battue. Et donc que toutes ces accusations d'une Allemagne responsable de la guerre, de la mise en place d'une république, seraient en fait un complot juif qui aurait poignardé dans le dos l'armée, qui aurait, elle, tenu la ligne de front en 1918. Vous voyez donc où est le lien avec le nazisme. À cette position majoritaire dans la société allemande que reprend et exacerbe le nazisme, il faut quand même dénoter une position certes minoritaire, mais réelle, d'une partie des partis de gauche et des partis pacifistes allemands, qui, eux, reconnaissent pleinement les responsabilités allemandes. Et là aussi, il y a une arrière-pensée politique. De la même manière que les nazis dénoncent majoritairement Weimar en l'accusant d'accepter la responsabilité allemande. Eux, au contraire, ils acceptent la responsabilité allemande pour dénoncer le va-t-en-guerre des militaires prussiens qui dominaient alors les sphères militaires et de plus en plus politiques allemandes en 1914. Néanmoins, une autre clé de lecture, qui vient du camp politique, donc antagonisme aux nazis, qui eux, comme j'ai dit, instrumentalisent la question des responsabilités allemandes pour arriver au pouvoir, se développe, et cette thèse, c'est l'opposition, l'antagonisme au nazisme, c'est la lecture marxiste des responsabilités de la guerre. Alors là aussi, c'est un enjeu de propagande, et la question des responsabilités de la guerre est instrumentalisée par le marxisme de Lénine. Je rappelle, le marxisme, c'est une théorie à la fois historique et politique, selon laquelle la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Or, selon cette théorie marxiste, la Première Guerre mondiale est considérée comme une lutte entre bourgeoisie et dynastie qui ont différents intérêts, c'est-à-dire une lutte pour les intérêts des classes sociales dominantes. La Première Guerre mondiale, serait alors une guerre qui sert principalement
à défendre leurs intérêts et faire oublier à la classe dominée, c'est-à-dire la classe prolétaire, des ouvriers, leurs propres intérêts face à cette classe dominante qui les exploite. Autrement dit, pour les marxistes, le prolétariat se serait entretué pour les intérêts de la bourgeoisie, et notamment des marchands de canons et des marchands d'armes, mais aussi des dynasties régnantes qui, pour leurs intérêts dynastiques, auraient déclenché des guerres. Cette analyse, qui se défend, est d'ailleurs reprise par des historiens sérieux, des historiens marxistes, comme du coup l'historien anglais marxiste Eric Hobsbawm, qui dans son 3e tome de son long 19e siècle, 3e tome qui traite donc la partie 1962-1987, la partie sur l'âge des empires, estime que le développement du capitalisme et de la haute bourgeoisie est lié au développement de l'impérialisme qui aboutit à la Première Guerre mondiale. Autrement dit, dans le discours marxisme, comme en Allemagne dans le discours nazi, toute cette question des responsabilités de la guerre est instrumentalisée politiquement, et cela y compris dans la politique française, puisque les communistes français du PCF font sécession avec les socialistes de la SFIO lors du congrès de Tours de 1920, et quel est un de leurs arguments pour faire sécession, pour que les communistes fassent sécession des socialistes? C'est tout simplement dénoncer la participation des députés socialistes à l'union sacrée pendant la Première Guerre mondiale et au vote par les socialistes des crédits de la guerre en 1914. Donc on retrouve même encore aujourd'hui dans de vieux courants marxistes cette rengaine envers les socialistes, que les socialistes sont des traîtres parce que ils ont participé à l'union sacrée dans la guerre, ils ont voté les crédits de la guerre en 14, et donc au final ils sont rendus complices de la bourgeoisie en faisant en sorte que les prolétaires de tous les pays se massacrent entre eux pour les intérêts des bourgeois et éventuellement des dynasties monarchiques. Mais revenons à notre principal pays avec, deuxième partie, les enjeux mémoriels allemands à l'ombre de la reconstruction post-Seconde Guerre mondiale en RFA, donc je vais me concentrer sur la partie occidentale de l'Allemagne pendant la guerre froide, la République fédérale d'Allemagne. En effet, l'après-Seconde Guerre mondiale est une période de reconstruction d'une Allemagne qui a été vaincue, qui a été divisée, puisqu'il y a à côté, il y a aussi une Allemagne de l'Est, elle, communiste. Et dans cette Allemagne de l'Ouest, on a une omerta avec une volonté de passer à autre chose et un consensus politique, comme au sein de la société, sur l'absence de responsabilité de l'impérialisme allemand dans la Première Guerre mondiale. Ils ont déjà fort à faire pénitence de leur responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale à ce moment-là. Mais cette sorte d'omerta, de non-dit collectif, où la société approuve collectivement la thèse d'une absence de responsabilité, au final, comme dans l'entre-deux-guerres, elle est remise en cause par l'apparition d'une nouvelle génération d'Allemands, équivalent à la génération de mai 68 en France, en termes de génération qui découvre les crimes commis sous le nazisme par la génération de leurs aînés. Dans une société où, je rappelle, tout le monde, tous ceux ayant vécu sur le nazisme, ayant été obligés de s'impliquer dans le nazisme. C'est un État totalitaire, le nazisme. Et donc cette génération redécouvre les crimes nazis commis par leurs aînés, où toute la société de leurs aînés a été complice. Et cette nouvelle génération a donc une volonté de briser le tabou de la société allemande, en voulant vraiment dénoncer les crimes nazis, mais aussi l'impérialisme allemand qui l'a précédé. C'est-à-dire que pour cette jeune génération, l'impérialisme allemand de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, est vu comme un précurseur du nazisme, puisque, en quelque sorte, a été le foyer de cette volonté expansionniste allemande qui a mené l'Allemagne à sa ruine et aux crimes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Toutes ces évolutions politiques et sociétales, elles favorisent des évolutions historiographiques, c'est-à-dire dans la façon dont est écrit et analysé l'histoire par les historiens,
qui est marquée par la publication en 1961 d'un ouvrage intitulé Les buts de guerre de l'Allemagne impériale, publié en 1960 par Fischer, et qui donne donc naissance à ce qu'on appelait la controverse Fischer, puisque celui-ci décrit l'agitation nationaliste et les préparatifs de la guerre dans le pays, donc en Allemagne, à partir de 1912. Et pour cela, il appuie son analyse sur le poids important des militaires, notamment des militaires prussiens, dans l'appareil de décision allemande, poids qui a pu être mis en lumière par les historiens allemands ayant analysé les archives dégagées de toute censure nazie depuis 1945. Et donc cette controverse, elle provoque un très vif débat en Allemagne, avec une forte hostilité de la société des historiens conservateurs, qui dénoncent la thèse de la culpabilité exclusive, qui est une sorte de redite insupportable pour eux du traité de Versailles, à une époque où il y a des enjeux politiques internationaux, puisque c'est une époque où la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, est en train de réintégrer le concert des nations, est en train de réintégrer, si vous préférez, la communauté internationale. Donc face à ces historiens et cette société conservatrice, on a Fischer, qui, lui, parle davantage de rôle significatif, mal traduit en français par rôle décisif, rôle significatif de l'Allemagne, développant donc la thèse de ce qu'on appelle la responsabilité principale, et j'insiste sur le principal puisque ce n'est plus une responsabilité exclusive, thèse de la responsabilité principale qui s'impose progressivement comme nouveau consensus en Allemagne, où l'opinion publique passe donc de l'absence de responsabilité allemande à l'acceptation d'une responsabilité principale de l'Allemagne dans les causes de la Première Guerre mondiale. Et donc à chaque fois, vous voyez qu'il y a des enjeux politiques, de société, de diplomatie internationale derrière l'acceptation de telle ou telle thèse par la société et les hommes politiques. Ce qui fait que le débat dépasse le simple débat d'historien. Néanmoins, les recherches sur la Première Guerre mondiale vont aussi s'éloigner de la question des responsabilités en allant vers l'histoire culturelle. Je vais donc développer un point ici plus secondaire, mais pour vous montrer que les évolutions sur l'analyse de la Première Guerre mondiale ne se concentrent pas uniquement sur les causes. Puisque les années 90 voient parallèlement l'émergence en histoire de nouveaux courants que sont l'histoire culturelle, l'histoire des représentations. Or, l'histoire culturelle et des représentations, qui n'est pourtant pas à première vue une histoire guerrière, ramène au contraire la Grande Guerre dans l'espace public français cette fois-ci. En effet, à l'occasion de la création du Centre international de recherche documentaire, où se côtoient divers spécialistes, on a donc un regain, en France, de l'intérêt pour la recherche historique sur la Première Guerre mondiale. Et en 1992, les historiens français obtiennent la création d'un centre de recherche avec l'historial de Péronne, porté par Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker, qui, dans leurs travaux, notamment Retrouver la guerre, écrit en 2000, qui est une compilation des travaux des historiens sur la Première Guerre mondiale, mettent en lumière l'importance de la culture dans le maintien des hostilités. Donc l'importance de l'histoire culturelle pour expliquer les causes et la durée de la Première Guerre mondiale. Cette thèse est développée dans l'Encyclopédie de la Grande Guerre, publiée en 2004, dans laquelle il développe la notion de culture de guerre, qui est indissociable de la haine de l'ennemi, cause du déclenchement et de la durée de la Première Guerre mondiale. Auquel s'ajoute une analyse expliquant qu'on a une radicalisation de la violence de la guerre, aussi bien parmi les soldats que entre les soldats et des soldats vers les civils des pays envahis. Alors cette position, elle fait pas l'unanimité, elle est critiquée par d'autres historiens et des intellectuels comme Antoine Proust, qui rappellent qu'on a une double culture de guerre selon les sources qu'on étudie, entre l'avant et l'arrière, qu'on a une lassitude des soldats sur le front qui, eux, sont moins dans ce jusqu'au boutisme.
qu'elle s'accompagne d'autres études liées à l'histoire culturelle, notamment le développement de l'histoire du genre en étudiant la place des femmes à l'arrière, des choses qui, là, s'éloignent trop des causes de la Première Guerre mondiale. Ces théories d'histoire culturelle se retrouvent aussi d'ailleurs, y compris dans le monde anglo-saxon, où George Moss, dans De la Grande Guerre au totalitarisme, publié en 1990, pose le postulat de la brutalisation issue justement de la Première Guerre mondiale, qui se banalise, servant ensuite de catalyseur au nationalisme et valorisant des valeurs comme l'orgueil, la virilité, servant ensuite de base à une certaine sacralité, à une certaine héroïsation du soldat, des valeurs de camaraderie développées dans les tranchées et qui sont mobilisées par la droite et les différents mouvements contestatrices de la République de Weimar, facilitant l'acceptation du discours extrémiste, du fascisme en Italie et du nazisme en Allemagne. Mais si l'histoire culturelle des représentations voit développer des recherches plus larges, non moins sur les causes de la guerre, que c'est ce qui explique sa durée et l'escalade vers une guerre de plus en plus violente qui a autant marqué, le sujet des responsabilités de la guerre voit le débat revenir sur le devant de la scène à l'approche du centenaire de la Première Guerre mondiale, et ça va être notre partie suivante, le retour symbolique du débat en Allemagne sur les responsabilités de la guerre à l'aune du centenaire de 1914, à savoir le centenaire qui a lieu en 2014. Et en effet, puisqu'on a un retour du débat autour des responsabilités partagées. Encore une fois, il s'agit d'une controverse publique relancée par la publication d'un auteur qui n'est pas allemand cette fois-ci, mais australien, à savoir Christopher Clark, qui publie en 1912 Les Somnambules, sous-titré Été 1914, comment l'Europe a marché vers la guerre. Son idée est que toutes les puissances sont entraînées dans la guerre comme des somnambules, marchant en dormant, inéluctablement, thèse qui va donc contribuer à minorer les responsabilités allemandes dans la Première Guerre mondiale. Cet ouvrage est un véritable succès de librairie en France, mais surtout en Allemagne, où il est vendu à plus de 100 000 exemplaires, notamment dans la bourgeoisie conservatrice. Par rapport à de la littérature de divertissement, ça peut paraître peu, mais pour un livre d'histoire, c'est beaucoup. Se développe donc la thèse des responsabilités partagées, qui offre un message rédempteur qui permet de délivrer la culpabilité latente qui somnole en Allemagne depuis 1919 et qui est revigorée par la défaite et le barbarisme nazi qui rappelle des mauvais souvenirs et rend l'impérialisme allemand assimilable par les jeunes générations à la barbarie nazie. Avec cet ouvrage et la polémique qui en découle, on a donc la fin de la domination de la théorie des responsabilités principales dans l'opinion publique, en tout cas dans l'opinion publique allemande. Mais si l'opinion publique a tranché en Allemagne, acceptant les responsabilités partagées, thèse, s'il en est plus acceptable pour l'opinion publique et la culpabilité allemande, l'ouvrage, lui, relance le débat historique, aussi bien que médiatique, souvent avec des sous-entendus politiques, qui opposent principalement deux approches. D'un côté, on a des coups d'État médiatiques qui dénoncent les responsabilités allemandes comme relevant de la propagande anti-allemande, propagande de guerre qu'on avait aussi bien pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale de tous les côtés. Et de l'autre côté, des analyses d'historiens plus sérieuses qui critiquent l'absence de responsabilité à minima plus importante allemande et autrichienne, qui, sans nier le fait qu'il y a une responsabilité collective de l'Europe qui se précipite vers la guerre, insiste quand même sur le fait que c'est les Allemands et les Austro-Hongrois qui, à minima, ont des responsabilités supérieures quand même dans le déclenchement de la crise et l'escalade de 1914. La controverse a une ampleur assez importante car on est au final dans un lien mémoriel très fort d'une génération d'Allemands qui, en réalité, lorsqu'ils parlent
des causes de la guerre de 14-18 se confrontent dans leur inconscient à leur passé national-socialiste et en fait à une sorte de culpabilité des responsabilités de l'Allemagne face aux guerres impériales. Il faut donc absolument pas minorer l'aspect mémoriel de toute une génération d'Allemands qui, dans ce débat, en fait, parlent à leur culpabilité vis-à-vis du passé nazi qui, dans le cadre d'un État totalitaire, a impliqué toute la société. Alors, il est quand même à noter que tout ce débat est surtout allemand. Côté français, la question est beaucoup moins vive. Le centenaire de 1914 est plus l'occasion d'un certain nombre de publications sur l'assassinat de Jean Jaurès, leader de la gauche pacifiste, assassiné le 31 juillet 1914, donc vraiment à l'issue de la crise de juillet, sachant que le 2 août, les socialistes adhèrent à l'Union sacrée, acceptant la Première Guerre mondiale et donc le vote des crédits de la guerre. Et dans le cadre de ce débat, il faut donc aborder la question de la non-inéluctabilité du conflit. Donc, ce conflit et sa non-inéluctabilité fait débat. La thèse des responsabilités partagées de Clark reste plus nuancée et apolitique dans son ouvrage, dans les recherches sur le plan historique et scientifique, que le débat médiatique qu'il provoque dans l'opinion publique, notamment allemande. Et au final, Clark, dans son ouvrage, va surtout dénoncer le basculement général vers la guerre. Le véritable débat, en fait, qu'il essaye de susciter avec sa recherche historique, c'est un historien très sérieux, porte surtout sur le caractère inéluctable de la guerre. Caractère inéluctable qui, selon lui, est à rejeter. Pour lui, la guerre n'était pas inéluctable, et c'est surtout ça qu'il cherche à discuter dans son livre, et non à se lancer dans un débat allemand, n'étant d'ailleurs lui-même pas allemand, débat qui lui est donc étranger. Autrement dit, si la thèse de Christopher Clark a surtout lancé un débat public sur les responsabilités partagées, donc l'absence de responsabilité principale de l'Allemagne, en réalité, lui cherchait à analyser le caractère non inéluctable de la guerre. Cette guerre, selon lui, n'était pas inéluctable. Il y a eu une acceptation généralisée d'aller dans la guerre. Cette analyse est à croiser avec d'autres recherches qui se développent à cette période sur des archives diplomatiques d'autres pays. Par exemple, on peut noter des recherches sur les archives diplomatiques russes de McMeekin, un américain, dans Les origines russes de la Première Guerre mondiale, publié en 2014, donc on est toujours dans les publications du centenaire, ainsi que d'autres recherches sur d'autres archives diplomatiques qui vont montrer quand même l'escalade jouée par les dirigeants politiques des différents pays, conscients du risque de l'engrenage des alliances, dont on a parlé en introduction. En effet, il ne faut pas oublier un facteur, c'est que en 1914, il n'y a plus de grande guerre européenne depuis pratiquement un siècle, depuis le congrès de Vienne. Et donc la guerre est encore pensée selon des paradigmes anciens, selon des retours d'expérience qui ne sont plus d'actualité liés aux transformations techniques et militaires. Autrement dit, on a une guerre qui est pensée, qui est vue, qui est imaginée comme courte. Les contemporains n'ayant pas pris la mesure des évolutions combinées sur les formes qu'allait prendre le conflit. Mais à côté de ce débat sur le caractère inéluctable de la guerre et de ses causes, qui est donc au cœur de grandes théories qui se reflètent dans l'opinion et dans les débats d'opinion, on a aussi d'autres grandes théories, cette fois d'histoire mondiale, issues des sciences politiques américaines, souvent avec des arrière-pensées marketing. Et ça va être notre dernière partie, qui sert un peu de guise d'ouverture, un regard transatlantique distant, dépassionné, sur les théories anglo-saxonnes, et notamment ici des théories généralistes, examinant les cycles confrontationnels pour lesquels la Première Guerre mondiale n'est qu'un aspect. Alors, il s'agit ici surtout d'analyser le travail de politistes
et de science-poteux américains qui aiment se distinguer par des grands essais généralistes, parfois à but marketing, qui vont faire des théories sur des cycles historiques marqués par des grandes confrontations géopolitiques, dans l'héritage du Britannique Paul Kennedy, qui dans Naissance et déclin des grandes puissances en 1987 étudie la fin du 19e siècle comme la mise en place de blocs avec un jeu des alliances qui tend vers un monde bipolaire. Donc pour lui, il étudie la Première Guerre mondiale comme une étape vers la guerre froide dont il est contemporain. Et il ajoute du coup aux causes de 1914 l'importance du nationalisme déstabilisant les empires multiethniques tels les Balkans. Mais donc dans son héritage vont être publiées différentes thèses dont les plus connues sont le aussi célèbre que controversé et discutable Samuel Huntington dans son ouvrage Le choc des civilisations et la refonte de l'ordre moral, pour son titre anglais, paru en 1996. Alors, Samuel Huntington a, à travers cet ouvrage, été un succès mondial qui lance une gigantesque polémique sur les relations internationales dans les années 2000. Avec une théorie qui est au final plus classique et conservatrice que novatrice. À savoir que il théorise que les guerres et les affrontements changent de paradigme au cours de l'histoire. On a eu des guerres entre monarques au XIXe siècle, au XVIIe, XVIe, XVe siècle en Europe, puis au XIXe siècle, on a des guerres entre nations, allant de la Révolution française, qui lance le processus, comme on l'a vu en première, jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui en est le paroxysme. Et puis, après la Première Guerre mondiale, des guerres entre idéologies, nazistes, capitalistes, communistes, Seconde Guerre mondiale et guerre froide. Et il théorise donc que les années 2000 ouvrent des guerres entre civilisations, avec une lecture très religieuse, en bon américain, des civilisations. Et voit donc au sein de ces cycles un cycle marqué au 19e et au début du 20e siècle, au sein du long 19e siècle, pour reprendre l'expression d'Eric Hobsbawm, par des guerres entre nations, dont la Première Guerre mondiale serait le paroxysme. À côté de ça, on a le plus récent Graham Allison, qui, dans Vers la guerre, la Chine et l'Amérique, dans le piège de Thucydide, publié en 2019, théorise une théorie selon laquelle l'émergence d'une nouvelle puissance suscite la confrontation avec les puissances dominantes préexistantes. Autrement dit, il analyse toute une série historique qu'il fait remonter au final dans le titre de son ouvrage Le piège de Thucydide à la guerre du Péloponnèse, mais il reprend surtout des guerres à partir de la période moderne, où il analyse l'émergence d'une nouvelle puissance qui suscite une confrontation avec la puissance dominante, n'acceptant pas d'être dominée par un nouveau venu. Et donc il s'appuie sur une succession d'exemples, essentiellement d'histoire moderne, ayant tourné ou non à la guerre. Donc pour lui, le piège de Thucydide n'est pas une guerre inévitable. Et donc, selon cette théorie, les causes réelles de la guerre sont alors reléguées en réalité à des cycles historiques antagonistes qui dépassent les réelles causes de son époque. C'est une sorte de cause qui transcenderait les enjeux de chaque époque et dont le véritable enjeu serait en réalité une rivalité entre puissance émergente et puissance actuelle, et dans laquelle la Première Guerre mondiale n'est qu'une étape et dont les différentes situations n'aboutissent pas nécessairement à la guerre. Donc, dans les deux cas que je viens de vous expliquer, les théories sont d'abord des constats. Elles ne tranchent pas au final sur le caractère inéluctable ou non de la Première Guerre mondiale. Voire elles sous-entendent que c'est pas systématiquement le cas. Et qu'au final, la Première Guerre mondiale, n'est qu'une confrontation dans une succession de cycles.
Les causes de la guerre sont alors reléguées donc à des cycles antagonistes, et au final, c'est à comparer à une vision américaine du monde imprégnée souvent d'influences religieuses. Mais au final, ce qui marque vraiment dans la durée, c'est la façon dont la mémoire est transmise, et notamment scolaire. Ce qui nous amène au dernier point vers une histoire globale du conflit, qui est une sorte de conclusion. Alors, avec le centenaire, c'est aussi l'occasion de développer de nouveaux aspects de la guerre qui s'éloignent des causes de la guerre en réalité. Les aspects sociaux et culturels dont on a déjà parlé, avec la place des femmes notamment, du soutien de l'arrière. Les batailles sous les fronts sous-étudiées, avec la mise en avant d'une histoire plus mondiale de la Grande Guerre. Et ces évolutions vers une guerre plus mondialisée, plus sociale, se traduit dans les programmes scolaires et donc dans l'enseignement de la guerre, et au final la façon dont la guerre va marquer non pas les générations passées, mais les générations futures, c'est-à-dire la façon dont on leur renseigne le conflit et donc la mémoire qu'ils vont en garder, puisque là, l'écrasante majorité des gens n'ont pas fait d'études d'histoire, et donc ont une mémoire historique avant tout héritée de l'école. Et donc l'école a des programmes scolaires qui évoluent en même temps que la recherche historique et que les préoccupations politiques ou du débat public. Et du coup, les causes de la guerre ne sont plus au cœur des programmes scolaires depuis déjà quelques temps. En effet, si vous regardez au collège, les dernières montures des programmes au moment où je tourne cette vidéo sont ceux de 2015, puisque chaque majorité, chaque nouveau gouvernement change les programmes scolaires, mais souvent change que le collège ou que le lycée, donc il faut attendre 2 alternances politiques pour voir des programmes du collège ou du lycée changer. Donc les programmes du collège datent de 2015, au moment où je tourne cette vidéo, et traitent des civils et des militaires pendant la Première Guerre mondiale, donc vraiment l'aspect social, puis des démocraties fragilisées et de l'expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Donc on est vraiment sur des thématiques qui n'ont plus rien à voir avec les causes de la Première Guerre mondiale. Les aspects civils et de l'expérience combattante, de la culture de guerre, et les aspects sur en fait, les conséquences de la guerre sur l'entre-deux-guerres, l'anti-totalitarisme, etc. Au lycée, on voit la même chose, puisque déjà en 2010, on était centré sur l'expérience combattante. En 2019, les programmes ont été un peu remaniés et la Première Guerre mondiale a une série d'éléments plus importants en quantité, si ce n'est qu'étant traitée en toute fin d'année, elle est souvent éludée. On a tout de même un embrasement mondial et ses grandes étapes, mais ici, les véritables responsabilités de la guerre ne sont pas traitées, c'est plus montré. En fait, on est plus dans la thèse de Christopher Clark du somnambule, et on va plus parler des grandes étapes que de l'embrasement. On retrouve de nouveau les sociétés en guerre, et encore une fois, on parle de la sortie de la guerre avec ce qui en découle. Donc on peut voir au final que l'histoire, et notamment la façon dont elle est enseignée aux gens, c'est-à-dire ce qu'ils vont retenir, vu qu'ils ne font pas des études d'histoire et c'est normal, c'est plus les aspects d'une histoire sociale et des conséquences de la guerre. Autrement dit, la question des responsabilités de la guerre n'est plus une question vive, n'est plus une question d'opinion publique qui est transmise dans la mémoire, n'est plus quelque chose qui est conçu comme important dans la mémoire collective, et cela est sans doute aussi dû au fait que on commence à parler de quelque chose d'ancien qui ne concerne plus les générations actuelles, notamment avec la mort du dernier poilu, il y a déjà plusieurs années. Et donc au final, on parle de quelque chose qui n'est plus de la mémoire de générations actives, qui passe de plus en plus de la mémoire à l'histoire. Car en effet, les programmes scolaires sont souvent, comme je le dis, au cœur de la mémoire collective de la majorité de la population qui n'est pas historien. Alors à l'issue de cette présentation, assez chronologique, je vous ai élaboré une fiche de révision, je vais vous laisser compléter à partir des notes que vous avez prises, que je vous ai pré-remplies, avec à chaque fois les différentes étapes. Je vous ai mis les principales thèses au tableau, mais sans vous les réexpliquer. Et je vais donc vous demander, je vérifierai, de reprendre ces thèses, et donc de ficher, sur le modèle que je vous mets là, à chaque fois expliquer ce qu'impliquent les thèses que je vous ai données. Je vous ai laissé les cases. Mais ce qui implique aussi les enjeux politiques
sociétaux, économiques et diplomatiques que révèle l'adoption de telle ou telle thèse, puisque comme on l'a vu, le débat était moins un débat d'historiens, qui est souvent un débat qui ne concerne pas le grand public, qu'un débat au final d'opinion publique lié à des enjeux politiques, lié à des enjeux de société, notamment en Allemagne, mais pas que. Et donc quels ont été les enjeux idéologiques autour de l'acceptation de telle ou telle thèse vis-à-vis des causes sur la Première Guerre mondiale. Je vous laisse compléter cela à partir des notes que vous avez prises, bien sûr. Je vérifierai, reprendrai cette fiche avec vous.